très fin dans une poche périvaginale en frottant l'extrémité de son abdomen sur le sol. L'œuf est pondu dans cette poche, puis entouré de sable. Par un mouvement très rapide de son abdomen, la femelle pond alors dans les zones d'ombre. Les œufs enrobés mesurent 1 mm de long en moyenne, sont pratiquement invisibles et ne peuvent être découverts qu'à très fort grossissement. Au printemps, ils donneront naissance à une larve du type planidium qui pénétrera dans les chrysalides nouvellement formées. Dans le courant de l'été, il sera possible de retrouver dans les zones d'enfouissement des chrysalides différemment parasitées. De gauche à droite, une chrysalide saine, une chrysalide parasitée par Erigorgus feborator, une autre abritant Ichneumon rudis, la dernière parasitée par Villa brunea. Bien souvent, d'autres chrysalides dilatées renferment en très grand nombre le parasite polyphage Psychophagus omnivorus, hyménoptère calcidien. Nous assistons à l'éclosion de la population intégrale contenue dans une chrysalide. Détruite en général à plus de 95% durant la vie larvaire et nymphale, la population de processionnaires possède encore un taux de multiplication élevé du fait de la grande fécondité des adultes. Heureusement pour l'homme, les papillons, dès l'éclosion, peuvent être attaqués par de nombreux prédateurs. Parmi ces derniers, des hyménoptères formicidés sont souvent très actifs. Nous voyons ici des Camponotus dilacérant un papillon. Les guêpes, également, s'attaquent avec une voracité extrême aux adultes sans défense. Mais la guêpe, à son tour, est dévorée par un asilide, et la chaîne trophique, commencée au niveau de l'aiguille de pin, se poursuit. L'équilibre de la forêt dépend de cette longue suite de compétitions entre espèces. Les actions de l'homme dans la nature devraient toujours être conçues en fonction de l'ensemble du milieu. Et l'un des rôles des écologistes est d'en prévoir le plus exactement possible les conséquences proches ou lointaines.